Mesdames, Messieurs, vous êtes sur le grand journal de For You Télévision. Au sommaire, 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Afrique remet les pendules à l'heure. Les chefs d'État africains se sont exprimés devant les Nations Unies de l'insécurité territoriale à l'insécurité alimentaire, en passant par la souveraineté des États, sans omettre de recadrer l'attitude néocolonialiste de certains pays occidentaux, mais aussi d'appeler l'ONU à agir comme une organisation de coaction et d'union collective. C'était Macky Sall, Faustin Archange Touadéra, Félix Tshisekedi. Le dossier de la rédaction centrale de For You Media décrypte dans cette édition d'information les discours de chacun. Et puis toujours au sommet de cette édition d'information, Sénégal, condamnation de l'opposant Barthélémy Dias. C'est ce 21 septembre au matin que le maire de Dakar et député de l'opposition a été jugé. Condamné en 2017 à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes d'emprisonnement pour coup mortel. Celui-ci a purgé déjà 6 mois et doit désormais verser la somme de 25 millions de francs CFA comme amende. Conséquence directe de cette condamnation confirmée, il risque bien son mandat de député. On en parle dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur For You Télévision, également en relais sur For You Radio. On démarre avec l'actualité autour de la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Réchauffement climatique, péril sécuritaire, mais également guerre en Ukraine sont des sujets qui ont été évoqués par Macky Sall, président de l'Union africaine. Dans son propos, celui-ci appelle à une action urgente collective pour apaiser les tensions et redonner un sens au multilatéralisme. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution. Je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. Je remercie chaleureusement les partenaires qui nous ont déjà exprimé leur soutien et invite les autres à considérer favorablement notre candidature. L'Union africaine réitère son appel pour la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux, si nécessaire pour les pays en développement dans un premier temps, et la mise en œuvre de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette. Et au perchoir des Nations Unies, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, s'est également exprimé devant les différents chefs d'État sur la situation sécuritaire de son pays, mais également la tension qui monte entre la RDC et le Rwanda, accusé d'être un soutien aux rebelles, sans oublier le retrait de la mission onusienne en RDC jugée inefficace. Reportage. Le président de la République démocratique du Congo ne manque pas depuis plusieurs mois d'accuser publiquement le Rwanda d'être un appui pour les rebelles du M23, responsables de l'insécurité dans l'est de son pays. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes, des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, a déclaré le président dans son allocution, qui a situé le climat actuel dans lequel se trouve le monde sur le plan sécuritaire avant d'évoquer les difficultés économiques dont sont victimes les pays africains. C'est sous l'œil intrigué du représentant du Rwanda que Félix Tshisekedi a multiplié et martelé des accusations contre le pays de Paul Kagame, évoquant les divers rapports et enquêtes menées par l'ONU et autres organisations des droits de l'homme. Le dirigeant congolais a reconnu avoir mené des échanges dans le but d'instaurer une désescalade, mais les trêves n'ont jamais duré que quelques mois, selon ses dires. Celui-ci a également salué les différentes médiations de la CEDEAO et l'Union africaine entre le Rwanda et la RDC, sans omettre d'appeler ouvertement les Nations Unies à agir en toute punité. Sans bifurquer, quand il faut parler de la sécurité sur le territoire congolais, on ne saurait esquiver la mission onusienne, bien installée depuis 2010 en RDC. Au lendemain de l'aveu d'échec et d'impuissance de la MONUSCO par le biais du haut responsable des Nations Unies, Antonio Guterres,
Dans son discours, Félix Tshisekedi est revenu sur le plan de retrait progressif de la force onusienne sur son territoire, ce qui s'aligne avec la reconnaissance et la volonté des peuples et observateurs au vu de la constatation, je cite, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, fin de citation. Une séparation nécessaire qui, selon le chef de l'État, ne pourra effriter les rapports RDC-ONU. L'une des allocutions les plus longues, celle de Tshisekedi, qui a d'ailleurs été parsemée d'acclamations, n'a fait que revenir de long en large sur les tensions entre l'armée rwandaise et son pays et la RDC. C'était un appel à l'aide, une accusation publique qui réclame une justice publique. À New York, aux États-Unis, le professeur Faustin-Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a tenu un discours devant les Nations Unies. Un discours poignant et sans embâche des conflits que vivent le monde ci et là, à l'insécurité alimentaire, passant par le jeu trouble de certains pays au travers d'une campagne de désinformation dans le but de déstabiliser son pays via des médias occidentaux. Celui-ci a presque tout évoqué. Retour sur une allocution sans langue de bois avec vous, Koetio. La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Faustin-Archange Touadéra, jefe de Estado de la República Centroafricana. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a fait une entrée des plus remarquées à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte le mardi 20 septembre 2022 à New York, aux États-Unis. Lors de son allocution à ce rendez-vous annuel des pays membres de l'ONU, le chef de l'État centrafricain s'est attaqué dès ses propos liminaires aux grands défis qui se posent à l'organisation internationale et qui constituent une menace sérieuse à l'équilibre mondial. C'est pourquoi la République centrafricaine réitère son soutien à la position commune de l'Union africaine qui appelle à la réforme profonde de l'ONU et à l'élargissement des sièges des membres du Conseil de sécurité pour une participation plus juste et plus représentative de tous les continents. Monsieur le Président, la protection de l'environnement, c'est-à-dire de notre cadre de vie, est l'un des défis interdépendants que nous devons absolument relever. Il est temps que les plus grands pollueurs honorent leurs engagements. Mettant sans embâche l'ONU face à ces manquements, le président Touadéra s'est également appesanti sur des questions liées à l'écologie et les conséquences du réchauffement climatique qui met à mal les pays africains. Il est temps que les plus grands pollueurs honorent leurs engagements, notamment la mise en œuvre de l'accord de Paris et de la solidarité internationale pour la justice climatique à l'égard des populations les plus vulnérables. Monsieur le Président, le Covid-19 nous a enseigné que la sécurité sanitaire mondiale est un impératif pour toutes les nations sans exclusive. Mon pays se réjouit du changement de paradigme qui s'opère dans le secteur de la santé. À côté des points saillants comme l'insécurité alimentaire ou encore les problèmes sécuritaires que connaissent la Centrafrique, le président Touadéra, un homme visionnaire, a touché du poing le non moins négligeable problème lié à la propagande orchestrée par les médias internationaux, vecteur d'idéologie néocolonialiste. Ces campagnes menées par certains médias internationaux sur fond de néocolonialisme aux contours flous et menaçants, dont le succès tient moins à leur véracité qu'à des ficelles rhétoriques éprouvées, sont uniquement motivés par la préservation des intérêts géostratégiques et géopolitiques de certains États, loin des intérêts vitaux du peuple centrafricain. La République centrafricaine réclame de ses partenaires un rapport de confiance et de respect mutuel. Elle est toujours disposée à coopérer avec tous les pays du monde pourvu que ses intérêts vitaux et sa souveraineté soient respectés. Je souhaite donc plein succès à nos travaux. Le président Faustin-Archange Touadéra s'exprimant ainsi sur le thème « Une nouvelle ère des solutions porteuses de changement pour relever les défis interdépendants » choisi pour cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, dont les travaux s'achèvent le 26 septembre prochain.
Et qu'en est-il réellement de cette campagne de désinformation, de propagande menée contre la République centrafricaine dont se plaint donc le président de la République Touadéra? Élément de réponse avec vous, Eboke Angale. La jeunesse centrafricaine constitue une réserve d'élite qui n'attendent que la paix et la sécurité pour développer leur pays. Il n'est pas passé par 4 chemins pour dire tout haut ce que certains disent tout bas. Le professeur Faustin Archange Touadéra, au perchoir de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a dénoncé avec la dernière énergie les campagnes de désinformation et de manipulation orchestrées par certains médias internationaux à l'endroit de son pays, lesquels visent à ternir l'image de celui-ci. Je tiens à dénoncer les campagnes de désinformation et de manipulation tendant à décrédibiliser puis à déstabiliser par la force les institutions démocratiques de la République centrafricaine. Ces campagnes menées par certains médias internationaux sur fond de néocolonialisme aux contours flous et menaçants, dont le succès tient moins à leur véracité qu'à des ficelles rhétoriques éprouvées, sont uniquement motivées par la préservation des intérêts géostratégiques et géopolitiques de certains États, loin des intérêts vitaux du peuple centrafricain. Dans son discours, le président centrafricain a tenu néanmoins à faire quelques précisions sur la nature des relations que son pays souhaite entretenir avec les autres. La République centrafricaine réclame de ses partenaires un rapport de confiance et de respect mutuel. Elle est toujours disposée à coopérer avec tous les pays du monde pourvu que ses intérêts vitaux et sa souveraineté soient respectés. Le glas de la révolution a sonné. Si elle était une subordonnée hier, la République centrafricaine, pays qui a longtemps croupi dans la pauvreté et sous l'embargo des puissances étrangères impérialistes, voudrait faire savoir à qui veut l'entendre qu'elle assume désormais sa pleine souveraineté tout en rassurant dans l'observance des lois internationales. Et face aux différentes crises auxquelles est confronté le monde aujourd'hui, l'ONU se rend à l'évidence de ses échecs, mais aussi appelle à une véritable coalition mondiale, à une coaction des Nations Unies par la voix de la haute autorité de l'organisation, Antonio Guterres. Retour sur une allocution digne d'un cri d'alarme dans cet élément. Inégalité, dysfonctionnement, insécurité, défiance. Le monde est en plein dérèglement. C'est ce qui a meublé la prise de parole du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres a tiré sur la crise en Ukraine, mais a braqué l'attention aussi sur les crises négligées par l'opinion. Il s'agit de celles vécues en Afghanistan, en République démocratique du Congo, en Éthiopie, en Haïti, en Libye, en Irak, en Israël, en Palestine et en Syrie, pour ne citer que cela. Un cri d'alarme qui est revenu sur, je cite, « le devoir d'agir », fin de citation, de chacun en invoquant une coopération et dialogue, je cite, « une coalition mondiale », fin de citation. Le discours du SG des Nations Unies était une cloche, mais plus encore, un aveu d'incapacité des Nations Unies dans la gérance de plusieurs crises actuelles, notamment celle qui se vit en Ukraine, dans plusieurs pays du Moyen-Orient, africain, mais aussi économiquement parlant, et sur la question majeure du réchauffement climatique. Le propos de Guterres, qui appelle au dialogue, à la coalition mondiale, à la paix, ne devrait pas être un événement, une surprise, puisque le rôle premier des Nations Unies, comme l'appellation l'indique, est d'unir, de travailler au maintien de la paix, la coaction des nations face aux crises. Mais que se passe-t-il à l'ONU? Division, mise à l'écart, sanctions, culpabilité imputée. D'ailleurs, la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui donne à chaque chef d'État et aux représentants de s'exprimer au nom de sa nation sur des questions aux grands enjeux majeurs, prend une tournure de tribunal. À chaque représentant, à chaque chef d'État, un banc d'accusés. Mais Antonio Guterres a lancé, je cite, « Dans un monde qui se déchire, nous devons créer des mécanismes de dialogue pour apaiser les divisions », fin de citation. La coalition est-elle sous format
tous contre un ou un contre tous? L'interrogation se pose. Le dialogue prôné, évoqué et invoqué par le secrétaire général des Nations Unies est-il sélectif? Il faudrait peut-être repenser la suprématie dont fait montre l'organisation pour calibrer ses manœuvres pour la paix dans le monde. Pour revenir aux propos de l'autorité des Nations Unies, il s'est agi également de poser sur la table la relance des objectifs de développement durable, puisque la constatation sur le terrain est claire, les rapports entre pays développés et en voie de développement et sous-développés sont raides. Mais pour lui, l'espoir est permis si nous unissons nos forces. La conclusion du secrétaire général des Nations Unies est simple. Trouvons à nos problèmes communs des solutions communes fondées sur la bonne volonté, la confiance et les droits de tous les êtres humains. Travaillons ensemble comme une coalition mondiale, comme des Nations Unies. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO aura lieu le 22 septembre prochain. Au menu, bien sûr, il s'agira de revenir sur les transitions au Mali ainsi qu'en Guinée-Conakry, mais également sur l'affaire des 46 soldats écroués à Bamako. Alassane Ouattara, président ivoirien, a appelé la CEDEAO à trancher sur la crise qui se vit actuellement entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Reportage Bala. Selon les informations de Radio France Internationale, citant des sources bissau-guinéennes, le sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui sera consacré à la question des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022, se tiendra ce jeudi 22 septembre à marche de l'Assemblée générale de l'ONU à New York à partir de 17h30 heure locale. Censé se tenir sous l'appel d'Abidjan, ce sommet pourra ainsi statuer la détention des militaires ivoiriens par les autorités maliennes depuis plusieurs semaines. Considérés comme des mercenaires, les soldats ivoiriens sont inculpés par la justice malienne. Le dossier des militaires ivoiriens, arrêté le 10 juillet dernier au Mali, a depuis lors connu de nombreux rebondissements. Cette affaire a même provoqué des frictions dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Notons néanmoins que des efforts de médiation menés par le président du Togo, Faure Gnassingbé, ont récemment permis la libération des 3 femmes comptant parmi ces 49 militaires arrêtés à l'aéroport de Bamako. Cependant, pour relâcher le reste du contingent, Bamako réclame en contrepartie à Abidjan certaines personnalités en exil en Côte d'Ivoire et qui sont activement recherchées par la justice malienne. Chose que le gouvernement ivoirien, qui a toujours soutenu que ces soldats ne sont pas des mercenaires et sont venus légalement au Mali dans le cadre de la mission de paix des Nations Unies, voit comme une diplomatisation d'une affaire judiciaire. Les 2 pays ne parvenant pas à concilier leur position sur cette affaire, la CEDEAO devra trancher. Et parlant de l'affaire des 49 soldats ivoiriens écroués à Bamako, parmi lesquels il reste désormais 46, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a dans une interview accordée à un média français déclaré qu'il ne considérait pas ces derniers comme des mercenaires, jetant ainsi le flou sur la sortie du sous-secrétaire des Nations Unies qui lui avait parlé d'un dysfonctionnement dans le déploiement de ces soldats, ce qui amène la rédaction centrale de For You Media à s'interroger sur la question, bien sûr, d'une prise de position ou alors un flou sur cette affaire. Retour, bien sûr, avec vous, Nora. Depuis le début de la crise ivoiro-malienne au sujet du dossier dit des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali, on aurait aimé voir l'apport, sinon la contribution de pays voisins, étrangers, des institutions sous-régionales et d'autres organisations, à l'instar des Nations Unies, faire office de médiateur et mettre un terme à l'affaire. Hélas non. Bien que le Mali a semblé balayer cette procédure lorsque la CEDEAO a été invitée à s'y mêler par les soins de la Côte d'Ivoire, en soulignant que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Même si, avouons-le, l'attitude ivoirienne est à déplaire et le gouvernement de la transition malienne ne garde pas de bons souvenirs non plus de la CEDEAO. Toutefois, interrogé sur la question dimanche 18 septembre 2022 par RFI et France 24, dans une interview qu'il leur a accordée, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué à leur micro que les soldats incriminés ne sont pas des mercenaires, sans toutefois faire d'autres indications. Non,
ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Je n'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent et je vais recevoir la délégation du Mali. Et c'est une chose qui est pour moi très importante. Il faut résoudre ce problème. Et deuxièmement, je crois que il faut reconnaître que la situation dans le Sahel est aujourd'hui une situation très, très difficile. Une sortie qui vient contraster avec celle du sous-secrétaire des Nations Unies en charge de la MINUSMA au Mali qui reconnaît les dysfonctionnements dans le déploiement de ses militaires. Il est clairement dit, je cite, « Il apparaît que certaines mesures n'ont pas été suivies et la mission s'efforce de mieux comprendre comment ces dysfonctionnements ont pu se produire afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir », avait déclaré la MINUSMA qui ajoute « La MINUSMA note que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou Bamako pour assurer la sécurité à la base des NSE allemands dans cette même localité au lieu de Tombouctou Nord où est basé le contingent ivoirien de la MINUSMA. Cette attitude de la MINUSMA intervient au moment où, dans sa quête de réponse justifiant la présence des 49 militaires ivoiriens sur son sol, les autorités de la transition malienne avaient contacté les représentants de l'ONU au Mali. La sortie d'Antonio Guterres, au lieu d'apaiser la situation, semble avoir plutôt mis le feu aux poutres selon certains, car cette attitude est celle d'une personne qui a pris un penchant pour un parti. Sauf que pour d'autres, les propos du secrétaire général de l'ONU sont de nature à distraire les Africains, les Maliens en l'occurrence, sur la saisine du Mali contre la France, déposée sur la table des Nations Unies, qui peine à trouver solution. Un jeu trouble de New York qui voile certainement un agenda caché des Nations Unies et démontre à suffisance l'importance qu'elle accorde à l'Afrique. Merci Noara. À présent au Sénégal, la justice vient de confirmer la condamnation de Barthélémy Dias, opposant mais également maire de Dakar, à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende de 25 millions de francs CFA. Barthélémy Dias est accusé d'avoir tué par balle un homme en 2011 lors d'une violence politique. Les détails, c'est avec vous, Kwaka Padip. La décision est tombée aux environs de 9h, temps universel. Un important dispositif des forces de défense et de sécurité était déployé aux abords du tribunal. Les entrées étaient rigoureusement filtrées, mais finalement, il n'y avait pas de foule dans la salle d'audience. Les députés de l'opposition Yewi Askalui avaient promis de venir en masse soutenir leurs collègues. Cela n'a pas été le cas. Des proches du maire de Dakar, des adjoints notamment, étaient bien là, mais sans leurs écharpes tricolores. Absent ce matin au palais de justice lors de la lecture du délibéré, Barthélémy Dias est tout de même fixé sur son sort. La justice sénégalaise a confirmé le jugement de première instance dans l'affaire de la mort par balle du nommé Ndiaga Diouf en 2021 à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. L'actuel maire de Dakar et député d'opposition avait déjà été condamné dans cette affaire en 2017 à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes pour coup mortel, une peine déjà purgée pour des faits qu'il a toujours niés. La première conséquence de cette décision pour Barthélémy Dias est d'abord qu'il est libre. Lors de son procès en appel en mars, le parquet avait requis 5 ans de prison ferme, ce qui aurait donné un coup d'arrêt à son parcours politique. Mais Barthélémy Dias ne retournera pas en prison. Pour les implications pratiques de cette décision, Barthélémy Dias, en tant que maire de Dakar, n'est pas menacé, selon l'un de ses avocats, Maître Cheikh Kourissi Ba, à la sortie du tribunal. Donc ça ne change rien, il séjournera encore à l'hôtel de ville. En revanche, avec le maintien de la condamnation, il risque d'être déchu de son mandat de député, précise l'avocat. La première parade sera donc d'initier un pourvoi en cassation, toujours selon Maître Kourissi Ba, le pourvoi étant suspensif. Pour les proches du maire de Dakar, cette décision n'est pas un soulagement, cela reste une injustice, car sa défense l'a rappelé, sur le principe, Barthélémy Dias reste reconnu coupable de coups mortels pour cette affaire qui remonte à plus de 10 ans. Après de longues années de statu quo, l'affaire avait été relancée dans le courant de l'année 2021, peu après que le responsable politique a annoncé sa candidature à la mairie de Dakar. Ses partisans y avaient alors vu une tentative du pouvoir visant à l'éliminer du jeu politique. Les différentes audiences auxquelles avait été convoqué l'accusé avaient alors donné lieu à des scènes de violence dans les rues de Dakar et même conduit à son interpellation ainsi qu'à celle des opposants Ousmane Sonko et Malik Gakou.
Au Niger, réception le 20 septembre dernier d'équipements en provenance des États-Unis dans le cadre d'une coopération militaire entre Niamey et Washington. Il s'agit de véhicules blindés, d'avions de surveillance et de transport militaire. Ceci aura coûté 13 millions de dollars dans le but de lutter contre le terrorisme dans l'ouest et le sud-est du pays. Les détails sont avec vous, Emma Moutou. Le Niger a réceptionné mardi 20 septembre 2022 de nouveaux équipements militaires offerts par son partenaire américain dans la lutte contre les djihadistes, très actifs dans l'ouest et le sud-est du pays. Ces équipements seront notamment destinés au centre d'entraînement des forces spéciales anti-djihadistes financé en 2021 par l'Allemagne à Tilia dans la région de Tawa à l'ouest. Une région où sévissent les groupes armés djihadistes affiliés au groupe l'État islamique et Al-Qaïda. L'équipement servira aussi à la formation des soldats nigériens engagés dans la mission des Nations Unies au Mali, pays frontalier également confronté aux violences djihadistes. Le Niger et les États-Unis ont un accord de coopération militaire depuis 2015 sur la sécurité et la bonne gouvernance qui prévoit que les deux pays s'engagent à travailler ensemble sur la lutte contre le terrorisme. L'armée américaine doit également former les militaires nigériens dans la lutte contre le terrorisme selon cet accord. Washington a accru ces dernières années sa présence militaire au Niger qui lui a permis de construire une importante base de drones à Agadez, proche de la Libye, dont le coût est estimé à 100 millions de dollars et qui donne aux États-Unis une plateforme de surveillance de premier plan au Sahel. On estime en 2017 à 800 le nombre de soldats américains, essentiellement des forces spéciales, actifs dans les groupes djihadistes. Les États-Unis ont fourni au Niger des véhicules blindés, des avions de surveillance de transport militaire et un centre de communication et de transmission militaire pour l'aider à lutter contre les djihadistes. En octobre 2017, 4 soldats américains et 5 militaires nigériens avaient été tués dans une embuscade du groupe État islamique à Tongo-Tongo, un village de la région de Tillabéri, dans la zone des 3 frontières, aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés sur For You Télévision. Les programmes et les informations se poursuivent. Au revoir, Boaké.